Tiens, PJ qui Ah, dit. Ah, pardon. bah, vas-y, en fait, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre, mais. Ah oui, moi j'ai pris Walligan. Hein. N'hésitez Ouais, pas à mais c'est pour reposer vos ça, non, questions. j'essaie de respecter un petit peu un ordre parce qu'en fait, il y a 200 questions et je me dis que si on essaie de les traiter dans ce sens-là, on prendra après. Ok, vas-y. Vi qui dit, les gars, vous pensez quoi de Swissborg? Justement, il propose des thématiques façon ETF avec rééquilibrage et réallocation si besoin. Je trouve le concept très intéressant et performant. On va pas forcément parler de leur cas spécifiquement. J'ai fait une vidéo à leur sujet il y a quelques années et j'ai rencontré comment on appelle ça, le compliance officer. En français, c'est quoi? C'est le gestionnaire de la conformité, gestionnaire de Ouais, la de la conformité en conformité. Estonie. Et c'est une boîte qui a beaucoup bougé en Europe pour les régulations. Ça, c'est un premier point à garder en tête. Après, le problème, c'est que c'est une société qui est centralisée. Donc, qui dit fonds dans une société centralisée, dit potentiellement, s'il y a faillite, s'il y a problématique de sécurité et autres, perte des fonds. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, si vous avez les connaissances et les compétences dans la crypto, c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'allouer votre propre panier avec vos montants, avec votre propre gestion de risque, que de passer par un tiers. Les ETF, c'est très bien pour des personnes qui connaissent rien à la crypto. Et encore, c'est même pas des ETF thématiques. Parce que c'est pareil. Dire on va s'exposer à l'IA, c'est une des narratifs du moment. J'achèterai pas 15 projets en IA. Parce que sur les 15, il y en a peut-être 13 qui sont complètement pourris jusqu'à l'os, en fait. Et si eux, ils te disent, bah ouais, mais nous, on a fait une belle répartition, on a mis 5%, 10%, 15%, comment tu sais que l'analyse, elle correspond à ton niveau de risque? Moi, l'analyse que j'en fais de ces projets-là, je choisis de mettre de l'argent ou pas dedans. Alors qu'eux, ils vont faire un arbitrage en fonction potentiellement des performances et en fonction de leur niveau de risque à eux, qui ne sera pas le tien, ça c'est sûr et certain. Et donc, c'est pour ça que c'est un produit que je ne vais pas conseiller. Tout simplement parce que je pense que si vous avez les compétences et les connaissances et que vous souhaitez vraiment vous exposer à l'IA, à la DeepMind, au RWA et autres, vous trouvez un projet, deux projets que vous avez vraiment creusé d'un point de vue fondamental, que vous serez prêt à racheter en cas de deep et que vous allez garder sur le long terme. Au lieu d'avoir un portefeuille qui va essayer de faire le yo-yo en permanence et finalement qui va arrêter les meilleures opportunités et qui va avoir un niveau de risque beaucoup plus élevé. C'est toujours le ratio rendement-risque. L'idée, c'est que vous ayez un maximum de rendement pour un minimum de risque. Et ça, la seule manière de le faire, c'est que ces risques-là, vous les compreniez et que vous les maîtrisiez. Demain, il y a un des fondateurs d'un des projets d'IA qui se barre. Combien de temps ils vont mettre à faire cet arbitrage? Si vous avez 2 projets, 3 projets en portefeuille, vous allez tout de suite le savoir, vous allez faire l'arbitrage dans l'heure qui suit après la news. Si vous pensez que c'est quelque chose de vraiment important. Et ils vont peut-être mettre 2 jours, 3 jours, une fois que le projet aura pris à moins 80. Vous voyez, c'est aussi ça qui est hyper important. Donc, je ne jette pas spécifiquement la pierre sur Swissborg, mais de manière globale, pour toutes les plateformes centralisées, faites très attention à ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Thibaut, en plus? Ouais, bah en fait, je vais compléter parce qu'il a reposé deux, trois commentaires en Ah, j'ai dessous j'ai pas qui disaient. Alors, pour compléter, il pensait qu'on ne voulait pas aborder le sujet. Donc, si on a abordé le sujet de Swissborg, peut-être que ça vous concurrence trop. Que pensez-vous de la réglementation des stablecoins, imposition directe dessus en prévision? Donc, ça, on va en parler. Il y avait Laurent qui disait Swissborg, un concurrent, et qui dit, donc le Viking, qui dit, vu qu'il propose une gestion pilotée de tes cryptos via les thématiques, ça enlève le besoin de se former, achat d'une formation, en bref. Donc, oui, in fine, ça leur fait concurrence. En fait, il faut comprendre que tout le monde n'aura pas les mêmes objectifs. Ceux qui décident d'investir via une gestion indicielle, notamment en utilisant les ETF, par exemple le Bitcoin, Ethereum, n'ont pas la vocation, pour la majorité d'entre eux, de s'embêter avec la gestion des clés publiques, clés privées, machin et tout. Aujourd'hui, peut-être que ça changera par la suite. Mais nous, dans notre contenu, dans tous les cas, on s'adresse à des gens qui veulent faire une gestion personnalisée, en fait, qui veulent investir dans la crypto directement. Donc, de là à dire que ces gens-là, entre guillemets, nous font concurrence, c'est pas du tout le même niveau. T'imagines, si on disait que nous, aujourd'hui, oh, Binance nous fait de l'ombre quand même, on est concurrent avec Binance. T'imagines, les mecs, ils gèrent des milliards chaque année. Nous, c'est pas notre cas, je peux t'assurer. Tu vois, on n'est pas du tout en concurrence avec eux. C'est même pas envisageable. Simplement, on répond pas au même type de personnes. Nous, on est plutôt en train d'expliquer aux gens l'intérêt de gérer leurs propres fonds et de ne pas faire confiance à des entreprises centralisées, mais que ce soit Swissborg, que ce soit Kraken, que ce soit Binance ou n'importe quoi. Malgré ça, tu auras des gens qui, en effet, je suis d'accord avec toi, qui se diront, bah, en fait, c'est pas pour moi, bah, je préfère mieux faire une gestion pilotée sur Swissborg ou ailleurs. Et ça les regarde. Mais de toute façon, ce pas des gens qu'on aurait ciblés. Et en général, comment ça se termine? Swissborg, je ne sais pas comment pour eux ça va se FTX, terminer, mais voilà. En FTX, général, comment Cryptopia, ça se termine? Comment ça se Celsius. termine?
Voilà. Les gens, ils se disent, et je vais te dire un truc très simple. On a eu hier le cas d'une personne, tu peux peut-être en parler, Mickaël, hier ou avant-hier, le cas d'une personne qui avait investi 50 000 euros en crypto, sur crypto.com. Oui, attends, juste que je me remémore l'ensemble du dossier. Oui, on a une personne qui a déposé des fiat sur Crypto.com et cette personne, elle n'avait pas de compétences ni de connaissances dans le secteur des crypto-monnaies. C'est une personne âgée, hein, donc bien le dire, c'était C'est une une personne personne âgée. effectivement qui a déjà un certain âge et quand vous déposez une certaine somme sur toutes les plateformes centralisées, ce qui se passe, c'est que vous avez des procédures en face qui sont contre le blanchiment d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous demander des vérifications d'identité plus approfondies, la provenance de l'argent, et vous avez des personnes qui peuvent vous appeler pour dégeler les fonds. Ça, c'est déjà une première chose. Cette personne, elle a converti ses euros en USDT. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'elle avait du USDT, ils étaient vidés de son compte. Et cette personne, elle s'en a aperçue au bout de 3 mois. C'est-à-dire qu'elle faisait des virements. Et il y a un certain palier. Quand vous commencez à virer une certaine somme, on vous dit que vous ne pouvez acheter de fonds pour éviter le spread que sur une certaine quantité d'argent. Vous ne pouvez pas convertir 100 000 euros en USDT d'un coup. Vous êtes obligé de passer par plusieurs paliers pour éviter potentiellement que ça impacte toutes les problématiques, tout le marché. Et cette personne-là, elle a soi-disant été appelée plusieurs fois par Crypto.com, par des personnes se faisant passer pour Crypto.com, qui lui ont fait des manips et ne comprenant pas les manips, elle les a pas toutes faites. Mais le résultat était qu'elle n'a jamais eu ses USDT. En échangeant avec la personne, en essayant de tracer un petit peu ce qui s'était passé, les personnes avaient compromis en fait son compte Crypto.com et à chaque fois qu'elle faisait un virement bancaire, c'était effectivement échangé contre l'USDT, mais dès que l'USDT était reçu sur la plateforme, il était viré sur une adresse en dehors de Crypto.com. Et donc, à chaque fois, elle se faisait piller les fonds, en fait. Et elle ne le voyait pas. C'était très, très rapide. Et c'était vraiment fait de manière automatisée. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle se retrouve avec un montant très conséquent qui est investi et plus rien. C'est un montant d'un héritage qui a été récupéré. Et elle lui reste plus rien. Et aujourd'hui, ça l'a tellement dégoûté en fait, du secteur crypto qu'elle ne veut plus prendre le temps de se former. Alors finalement, si elle avait pris le temps de se former, de savoir ce qu'elle faisait, la première personne qui l'a rappelé, elle leur a envoyé péter. Directement. Parce que c'est des personnes qui avaient un discours qui était incohérent. Et plusieurs fois, ils l'ont arnaqué. Il y a eu 5 retraits avec des montants de plusieurs dizaines de milliers d'USDT à chaque fois. Ouais. Donc, vous voyez l'importance en fait, Et de se former, c'est justement pour éviter de se faire arnaquer. Et aujourd'hui, elle en est dégoûtée d'avoir perdu l'intégralité de ses capitaux et on la comprend parfaitement. Mais en fait, une formation qui lui aurait coûté quelques milliers d'euros lui a permis déjà d'une, de garder son capital en sécurité et surtout de pouvoir se positionner au lieu de se faire complètement rincer par le premier qui passait. Mmh. Et là, on va dire au final, c'est pas la faute de crypto.com, hein, pour le coup, Non, non. elle s'est fait avoir comme beaucoup de gens. Alors, il y a Bisca qui dit: «Attention âgé, c'était quoi son âge?» Elle avait 76 ans, je crois. Donc, oui, elle Ouais. était quand même assez âgée. Et malheureusement, il y en a qui profitent de ça, en fait, hein, de personnes qui sont crédules. Donc, je suis d'accord avec toi, en fait, Le King, que, ça répond en fait, si tu veux, à deux objectifs différents. Nous, on va pas se positionner et on va pas parler dans notre contenu à des gens qui, de toute façon, allaient investir via des ETF. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour avoir des paniers, tu vois, de crypto, des ETF qui se créeraient, par exemple, sur des coins de l'IA et tout. C'est trop jeune, en fait. Je vois pas des professionnels commencer à aller là-dessus. Et si on commence à te proposer ce genre de produit ou de service, ça sera avec des frais qui sont super importants. C'est ce que disait Rost, hein. Ah, Rost, il ouais, dit les frais de 2,4 par gestion, an. Ouais. 2,4 par an. Regarde avec les Et intérêts quelle que soit la composés. performance. Ouais, Quelle que soit la performance. C'est pas sur l'argent que vous gagnez. Hein. C'est quelle que soit non, la performance. Les marchés des vis, ils vous prennent quand même 2,4% de frais. ouais, Vous c'est voyez. un truc de fou. 2,4%. Regardez, faites des calculs avec les intérêts composés. Vous prenez par exemple, vous investissez 100 000 euros sur une période de 30 ans. Alors en crypto, on est d'accord que les intérêts composés avec un ETF, c'est quand même assez compliqué de pouvoir le prévoir. Mais bon, si on fait ça par exemple en bourse, tu prends un rendement à peu près du S&P 500 sur les 50 dernières années, du 10% annualisé, tu enlèves 2,5%, voire 3%, parce que des fois, les banques en physique, elles prennent plus. Donc, tu passes de 10 à 7. Si tu investis donc 100 000 euros au départ et que tu mets même quelques centaines d'euros tous les mois pendant 30 ans, c'est des centaines de milliers, voire des millions d'euros que tu perds. En fait, la réalité, c'est que le risque, tu le prends
avec ton argent à 100%, parce que c'est ton pognon en fait que tu fais gérer. C'est-à-dire que c'est toi qui apportes ce risque, c'est toi qui apportes cet argent-là. Donc le risque, c'est toi qui le portes à 100%. Eux, ils prennent zéro risque parce qu'ils sont rémunérés à la commission, non pas à la performance. Et au final, les résultats des ETF, ou même pas forcément des ETF, si on te fait une gestion Piloté. pilotée, pour le coup, ou une gestion active, les études aujourd'hui démontrent qu'ils récupèrent 2 tiers des gains sur le long terme, et toi, ils te laissent 1 tiers des gains. C'est-à-dire que tu prends 100% des risques pour récupérer 1 tiers des bénéfices. Eux, ils prennent zéro risque et ils prennent 2 tiers des bénéfices de la performance de ton portefeuille. C'est ce que je veux dire. En crypto, c'est difficile de savoir parce que qu'est-ce que vont faire les coins de l'IA déjà sur 1 an et demi, c'est très compliqué de pouvoir le déterminer. Mais alors, je te laisse imaginer les intérêts composés sur un truc comme ça sur le long terme. En fait, au-delà de cet aspect-là, long terme, pour moi, ce qui m'embête vraiment beaucoup, c'est les hacks. Tu vois, c'est les hacks. En fait, tu laisses la crypto, c'est fait pour éliminer les risques de contrepartie. Là, tu le laisses sur une entreprise centralisée dont l'histoire nous montre qu'elles sont incapables et impuissantes de créer quelque chose comme ça qui soit protégé à 100% sur le long terme. C'est très, très rare. La seule qui a jamais eu de problème jusqu'à maintenant, en tout cas à ma connaissance, c'est Coinbase, qui n'a pas encore eu de hack jusqu'à maintenant. Kraken Mais aussi. Hein. Kraken, ils ont eu des soucis. Ils ont eu des leaks Ils ont des problèmes de connexion, mais pas de sécurité. D'identité. Ils ont perdu des cartes d'identité. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Ok. Bah, ça, ouais, ils ont eu des problèmes comme ça. Mais tu vois, pour rebondir justement sur la question de l'ami qui dit il y a des gens qui se sont formés et qui se sont fait arnaquer. Mais en fait, la formation n'empêche pas le risque à 100% de se faire arnaquer. C'est juste que quand tu connais l'arnaque, que tu sais comment elle fonctionne, que tu sais globalement comment l'écosystème fonctionne, tu peux te faire arnaquer, mais en fait, tu limiteras l'impact. Déjà, ce sera plus dur de t'arnaquer et surtout, l'impact sera beaucoup plus limité. Sur la centaine de milliers d'euros que potentiellement tu te feras arnaquer, tu vas peut-être te faire arnaquer 5 000 euros. Ça fait toujours mal, on est bien d'accord, mais tu limiteras la casse. Et aujourd'hui, la formation, justement, ça passe par ça. Ça passe par comprendre l'écosystème, comprendre comment ça fonctionne, savoir se protéger et limiter les risques. Et une fois que tu auras implémenté tous ces éléments-là, là, tu pourras te dire, OK, même si je me fais pirater, bah, je me fais pirater un petit peu. Ça fait toujours mal, mais c'est mieux que de se faire pirater intégralement. Et la sécurité, j'en fais depuis assez longtemps pour dire qu'en fait, que rien n'est impiratable. Tout est piratable. Une boîte qui te dit, ça fait 100%, j'ai 100% de chance de ne pas me faire pirater, c'est impossible. Que ce soit des gouvernements, que ce soit des systèmes, tout est piratable. Après, c'est juste une question de temps, d'effort et de moyens qui vont être mis en place. Si par exemple, tu as un portefeuille qui vaut 200 $, les mecs, ils ne vont pas dépenser 500 $ de frais pour essayer de te pirater. Si ton portefeuille vaut plusieurs millions, ils sont prêts à mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des fois même plusieurs centaines de milliers d'euros sur la table pour pouvoir te pirater. C'est toujours un rapport entre l'argent dépensé par les pirates et le rendement potentiel qu'ils peuvent avoir. C'est hyper important en fait de ce côté-là. Ouais, et puis Laurent qui disait, et j'ai un autre exemple, la bourse, il faut se former pour savoir sur quoi investir, et il y a beaucoup moins d'arnaques que sur la crypto. Alors lui, voilà, Laurent qui dit que malheureusement, à un moment donné, lui aussi s'était fait hacker, et je continue de me former. J'ai été appelé par Binance pour un virement BTC, j'ai raccroché. Ouais, ouais. Et j'ai pu développer quelques insultes en anglais au passage. Ouais, mais il y en a, en fait, c'est fou. Hein. Et malheureusement, en crypto, c'est ça le problème, c'est que du jour au lendemain, tu peux être bien, tu as bien investi, tu as fait tes trucs. Du jour au lendemain, il y a une faille de sécurité, il y a une boîte qui fait faillite. Toi, tu es un peu fatigué. Même ça fait des années que tu es en crypto, tu es un peu fatigué, tu fais pas attention, tu cliques sur le mauvais lien, tu valides le truc, tu perds tout. Tu peux tout perdre si tu n'as pas protégé correctement ton truc. Et c'est pour ça qu'on est très vigilant, en fait, sur tout ce qu'on vous dit. Tiens, il y avait Benjamin qui disait aussi, il me semble que vous aviez parlé de la future plateforme qui se ferait hacker en 2024, et c'est vrai que j'en avais parlé avec Théo à un moment donné, et j'avais parlé de la DYDX. Et en effet, DYDX, ouais. j'en avais parlé avec Théo, j'avais dit que ça ferait partie de celles, selon moi, qui C'est pas la seraient à première risque. fois en plus qu'ils se font taper, DYDX. Non. Et bah là, voilà, ils se sont refait taper dessus. Donc, en effet. Après, à l'heure des charges, c'est l'une des plateformes qui se veut être le plus décentralisée possible et donc ça a un impact aussi sur tous les autres protocoles qui sont mis en place. Après, je pense qu'ils ont des manquements. J'ai pas regardé ce qui s'est réellement passé, mais si on prend une échelle qui est beaucoup plus importante, il y a eu le bug là, avec Microsoft et CrowdStrike. Un antivirus, parce que j'ai vu passer la question sur antivirus aussi qu'on rattrapera tout à l'heure, où vous avez un logiciel de sécurité qui s'appelle CrowdStrike qui a été modifié, ça fait planter
des centaines de milliers d'ordinateurs, dont certains qui géraient des compagnies aériennes. La Delta Airlines aux États-Unis, ils ont bien, bien ramassé. Il y a eu des banques, il y a eu des systèmes de santé. Ça a eu un impact qui est énorme. Tout est Donc, lié, ouais. ouais, voilà, tout est lié en fait. Donc, des fois, on se dit, ouais, il faut des plateformes qui sont ultra décentralisées, mais il y a des risques d'un point de vue technologique. Et dès qu'on commence à centraliser, on a plus de performance, mais il y a d'autres risques aussi. Le monde, il n'est pas merveilleux en fait, hein. Il y a des avantages et des inconvénients de partout.